y va. Mais à 15h. Attendez. Oui, on va terminer. C'est tout bon. Donc, chers collègues, comme vous le savez, le Comité de droits de l'enfant de l'ONU a listé parmi les points d'amélioration de la France en matière de droits des enfants la situation des mineurs dans les Outre-mer. Par conséquent, la délégation tâche de se rendre chaque année dans un territoire d'outre-mer, accompagné, bien entendu, de députés de la délégation. L'année passée, c'était avec Michel Perron que nous nous étions rendus à Mayotte, et j'en profite de fait pour adresser, bien entendu, tout notre soutien aux Mahoraises et Mahorais, ainsi qu'à leurs familles, pour la tragédie qu'ils sont en train de vivre. Compte tenu des conditions de vie que nous avions pu constater l'année dernière, j'ai effectivement de grandes craintes quant au nombre de victimes. Je pense qu'il sera plus important que ce que nous l'imaginons et touchera beaucoup d'enfants. Dimanche, je me suis entretenue avec des acteurs rencontrés l'année dernière qui nous feront part de leurs besoins prochainement au niveau des enfants. Cette année, c'est donc dans un autre territoire, la Guyane, que nous nous sommes rendus en déplacement avec la vice-présidente Sophie Mette du 28 novembre au 5 décembre. Les droits des enfants sont d'importance cruciale dans ce territoire particulièrement jeune. Près de 60% de la population a moins de 30 ans, contre 35 en moyenne nationale. Tandis que la part de la population âgée de moins de 14 ans représente un tiers de la population, contre 38% au niveau national. Dans les communes de l'Ouest, la part des moins de 15 ans s'élève d'ailleurs à 40%, tandis que 65% de la population y a moins de 30 ans. S'il faut se réjouir de ce dynamisme démographique, nous avons toutefois constaté qu'il met en difficulté le système scolaire. Ainsi, il arrive que des inscriptions scolaires soient refusées aux enfants, faute de place, sans solution alternative proposée. À Saint-Laurent-du-Maroni, les préfabriqués se multiplient pour agrandir en permanence les écoles. Outre la jeunesse de la population, il faut rappeler certaines spécificités de la Guyane pour mieux cerner les enjeux du territoire. La Guyane, c'est en effet le territoire le plus vaste d'outre-mer, avec 83 534 km², soit 1/6 de la superficie de la France hexagonale. Elle possède près de 300 km de côtes, 520 km de frontières avec le Suriname, 700 km de frontières avec le Brésil, et elle est recouverte à 95% par la forêt amazonienne, avec pour conséquence un enclavement extrême de certaines communes. Par ailleurs, 70% des enfants guyanais n'ont pas le français pour langue maternelle et l'illettrisme touche 28% d'entre eux. La Guyane est ainsi un territoire aux enjeux pléthoriques. Le premier regret à formuler s'agissant de l'effectivité des droits des enfants en Guyane est que le niveau des violences commises à leur égard y est particulièrement élevé. Le général Jean-Christophe Saint-Yves, commandant de la brigade de la Guyane française, nous l'a bien rappelé. La Guyane, du fait même de son histoire, est une société qui s'est construite sur la violence initiale de la colonisation, violence auto-entretenue et violence exacerbée par sa localisation géographique en Amérique du Sud, où la perception de la violence n'est pas la même qu'en Europe. Nous avons constaté que les violences éducatives ordinaires y sont particulièrement répandues et banalisées, tellement banalisées d'ailleurs qu'elle ne fut pas notre surprise qu'une élue en charge de l'enfance de la collectivité territoriale de Guyane ait fièrement revendiqué elle-même avoir éduqué ses enfants au martinet. De nombreux acteurs nous ont fait part de certaines pratiques éducatives, incluant les coups de bâton, voire de câbles électriques à l'égard des enfants. Nous avons été reçus d'ailleurs à la Maison des familles de Cayenne, où nous avons pu assister à un atelier organisé par une éducatrice à l'attention des mères de famille, au cours duquel certaines mères ont avoué recourir à des violences éducatives, faute de savoir comment procéder autrement, et faute surtout de savoir que cela était désormais interdit en France. Ce type d'initiative est particulièrement intéressant car les dispositifs de prévention et d'aide à la parentalité sont trop peu nombreux en Guyane. La question du logement n'est pas anodine au regard du haut niveau des violences intrafamiliales. En Guyane, la suroccupation des logements concerne 34,5% des résidences principales, ce qui favorise ce type de violence. Nous avons en effet constaté sur place un manque de logement qui a pour conséquence un entassement des populations dans des quartiers dits informels. L'UNICEF estime ainsi que 15 209 personnes vivraient dans un logement informel en Guyane, soumises à des propriétaires profitant de leur position de faiblesse pour leur louer des logements insalubres et indignes, freinant ainsi l'accès des familles à des allocations logement et entravant le développement sain des enfants dans ces milieux où il manque de tout. Nous avons visité un squat où une mère de famille nous a indiqué payer un loyer à 500 € par mois, où elle vit avec ses enfants, sans eau courante ni électricité.
Outre le fait que cette situation peut participer du haut niveau de violence intrafamiliale, elle constitue également en soi une violation au droit des enfants à être hébergés et à grandir dans un milieu sain. Le haut niveau de violence constaté a des conséquences sur les décisions de placement. Le seuil à partir duquel les juges décident de placer les enfants paraît ainsi plus élevé qu'en métropole, ce qui participe à la banalisation de la violence. Par ailleurs, les juges des enfants doivent de fait prendre en considération dans leur décision de placement un certain nombre d'événements normalement extérieurs à une telle décision. D'une part, ils doivent prendre en compte le manque de place et la suroccupation dans les familles d'accueil, allant parfois jusqu'à 9 enfants par famille, car le placement en suroccupation peut avoir des conséquences plus graves pour l'enfant que le maintien parfois dans la cellule familiale. D'autre part, comme les assistants familiaux se situent essentiellement sur le littoral, s'agissant du placement d'enfants issus de communes de l'intérieur, les juges doivent prendre en considération la rupture géographique, culturelle et linguistique que causerait pour l'enfant une décision de placement. La protection de l'enfance est un secteur tendu, nous le savons. Mais la situation en Guyane est particulièrement préoccupante. Il y a peu de possibilités de placement et les équipes même de l'ASE trop réduites pour faire face au nombre de dossiers. Il faut ainsi avoir en tête la particularité des grossesses précoces entraînant un nombre plus important qu'ailleurs de placements de mères mineures avec enfants. Par ailleurs, il n'y a pas de pouponnière, il n'y a que 3 foyers d'IMEX avec peu de contrôle. Les AME font l'objet d'une longue liste d'attente, obligeant d'ailleurs dans certains territoires la PJJ à réaliser elle-même ces mesures. Et la CSEC n'en est qu'à sa phase de mise en place. La CRIP également est entravée dans son fonctionnement en raison de longs traitements, de délais de traitement, de la difficulté pour leurs partenaires d'être sur le référentiel de la Haute Autorité de Sûreté, des obstacles également au déplacement dans le territoire, comme je vous l'ai indiqué, compte tenu de la superficie du territoire, mais également de la barrière de la langue. Au regard de ces difficultés, il serait sans doute nécessaire d'accompagner davantage l'Institut régional de développement du travail social pour lui permettre d'ouvrir un plus grand nombre de formations et renforcer les équipes de protection de l'enfance. Le tableau n'est cependant pas tout noir. Certaines bonnes pratiques devant être relevées, il faut saluer les 2 logiques suivies par les services de l'ASE de Guyane. La première étant de ne pas faire attendre une mesure de placement ordonnée par le juge, avec comme effet néfaste le placement des enfants, bien entendu, en surnombre. Mais c'est toujours plus intéressant de pouvoir appliquer une mesure qui est décidée par le juge. La seconde, selon laquelle l'enfant doit rester le moins longtemps possible en situation de placement, ce qui suppose de rechercher précocement des solutions de sortie et de se tourner davantage vers la famille élargie et donc les tiers dignes de confiance que nous le faisons, nous, en métropole. Il faut également souligner le rôle fondamental joué par la Maison de protection des familles de la gendarmerie, notamment en ce qui concerne leur action de sensibilisation face aux violences. Et parmi toujours les points positifs, il faut également souligner l'organisation spécifique de la PMI qui a séparé le traitement des informations préoccupantes et le contrôle des crèches pour se centrer sur le suivi mère-enfant, la vaccination ou le suivi des assistants familiaux. Bien entendu, tous ces services mériteraient d'être renforcés. Mais les violences ne sont pas commises que dans le cadre éducatif. En Guyane, de manière générale, le niveau de violence demeure très élevé, avec un nombre d'homicides 10 fois plus élevé qu'en métropole, un taux de violence conjugale très haut, 13,1 femmes victimes pour 1000 habitants, et une criminalité diffuse. La Guyane est l'un des départements les plus violents de France. La criminalité est particulièrement prononcée dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni qui fait face au Suriname. Le territoire guyanais représente 20% des vols à main armée recensés depuis le 1er janvier en zone gendarmerie au niveau national. Et Saint-Laurent-du-Maroni compte pour environ 10% de ce total. Plus d'une dizaine de gangs sévissent dans la ville, causant fusillades et agressions, y compris d'élus. Les enfants ne sont donc pas épargnés par ces violences, qui ont également augmenté dans le milieu scolaire, avec des enfants rackettés, voire agressés à la sortie de l'école. Certains enfants ne viennent donc plus à l'école, d'autres viennent avec la peur au ventre, et les personnels de l'éducation nationale ont donc constaté la présence régulière d'armes dans les cartables des élèves, ceci arguant le besoin de se protéger sur le chemin de l'école. Ces violences touchent aussi le corps enseignant, avec certains enseignants agressés ou d'autres qui choisissent de laisser leur famille à Cayenne de peur d'incidents violents, ce qui ne permet pas à l'éducation nationale de fonctionner de manière sereine. Par ailleurs, cette situation entraîne un fort turnover des équipes, entravant la continuité pédagogique et par conséquent le droit de tous les enfants à bénéficier d'une éducation de qualité. Je te laisse la main. Le turnover caractérise également la justice. Au moment de notre déplacement, le tribunal judiciaire de Cayenne ne disposait ni de président de juridiction ni de procureur.
les juges des enfants nous ont fait part de leurs difficultés au regard de ce haut seuil de violence, mis en parallèle avec la surpopulation du centre pénitentiaire. 1050 détenus pour 600 places, touchant également le quartier des mineurs, qui a pour conséquence la correctionnalisation d'un certain nombre de crimes. Ainsi, par exemple, une tentative d'homicide avec préméditation peut être requalifiée en simple violence avec port d'armes, justifiant un placement en centre éducatif renforcé plutôt qu'une détention. Il s'ensuit, comme nous l'a appris notre visite en centre éducatif renforcé, que le niveau des violences y est également très élevé, à la fois vis-à-vis du personnel qu'entre les mineurs eux-mêmes. En conséquence, les mineurs commettant des délits considérés comme de moindre gravité ne sont pas appréhendés de manière précoce, ce qui tend à entretenir le cycle de la violence. Les juges doivent également davantage tenter de comprendre et de s'adapter afin de ne pas provoquer incompréhension et méfiance vis-à-vis des lois françaises et des institutions. En effet, les populations de Guyane sont très diverses. 6 nations amérindiennes, une population buchéningue, créole, brésilienne, surinamaise, haïtienne, européenne. Cette diversité suppose une plus grande adaptation de la justice qui doit par ailleurs s'accommoder des spécificités du territoire. En effet, certaines communes de Guyane sont enclavées, accessibles uniquement par pirogue ou par avion, dont le coût est souvent prohibitif. Aussi, les juges des enfants et le parquet pour mineurs organisent des audiences foraines 2 fois par an pour se rendre dans les communes isolées et juger au plus proche des populations concernées. Par ailleurs, du fait de la diversité des langues parlées, des traducteurs sont souvent nécessaires durant les audiences, ce qui rallonge les procédures et altère la fluidité des échanges. En résumé, les crimes sont ainsi banalisés et la justice a besoin de renforts. Je continue, oui. Compte tenu des spécificités de ce territoire, nous avons souhaité nous rendre dans l'une de ces communes de l'intérieur, à Maripasoula. Dans cette commune, l'isolement et le manque de services publics sont flagrants. À titre d'exemple, le seul médecin de la PMI de Maripasoula vient de partir à la retraite et il y a peu de chances qu'il soit remplacé rapidement. Alors, je ne sais pas si... oui, donc je continue. Nous avons également constaté que le prix de certaines denrées est particulièrement élevé, 8 € le litre d'essence, 20 € une pastèque, à un endroit où, à défaut de toute activité économique, les populations vivent essentiellement du RSA. Nous y avons visité un internat qui permet aux enfants des communes encore plus isolées du Haut-Maroni de venir y suivre leur scolarité. De fait de l'isolement de ces communes, tous ne bénéficient pas de collège et de lycée. Il en résulte que souvent, dès le collège, les enfants soient obligés de quitter le domicile familial pour poursuivre leur scolarité. Nous y avons rencontré une association apportant une aide aux jeunes Amérindiens, devant ainsi quitter le domicile familial de manière précoce, notamment en les aidant à maintenir un lien avec leur famille et leurs traditions. Nous avons rencontré le recteur de l'Académie de Guyane qui nous a présenté son projet ambitieux de Guyane connectée, qui devrait permettre aux enfants des communes isolées de rester plus longtemps à leur domicile et de ne pas subir une séparation précoce et brutale de leur milieu familial. Le lancement de Guyane connectée devrait permettre aux élèves de 6e et de 5e, dans un premier temps, de suivre l'école à distance dans une salle équipée et avec la présence d'un accompagnateur pédagogique. À terme, toutes les classes du collège pourraient être couvertes par ce dispositif. C'est une bonne idée à accompagner. En effet, la séparation brutale et précoce de leur famille cause une souffrance et une perte de repères pour les enfants, d'autant plus qu'ils se retrouvent parfois hébergés dans des milieux maltraitants. En rentrant à Cayenne, nous avons rencontré des lycéens amérindiens originaires des communes isolées de l'Oyapock, placés au sein de familles hébergeantes sur le littoral pour pouvoir aller au lycée. Ils nous ont fait part de graves dysfonctionnements au sein de ces familles hébergeantes. Racisme, esclavagisme, interdiction de sortie, interdiction d'aller voir leur propre famille lorsqu'elle est présente à Cayenne, humiliation, violence physique et mentale, exclusion excessive. Ils ont également témoigné du fait que dès lors que leurs parents ne payent pas leur part aux familles hébergeantes, 100 € mensuels, celles-ci cessent de les nourrir. Or, les parents vivent dans des communes où il n'y a parfois ni banque, ni connexion Internet, et le déplacement en pirogue vers le littoral s'élève à minima à 400 €.
Les familles sont donc de fait mises en difficulté pour assurer le paiement mensuel de ce dispositif et par voie de conséquence pour garantir que leurs enfants y bénéficient du nécessaire. Par ailleurs, le règlement intérieur du réseau des familles hébergeantes constitue en lui-même une violation des droits des enfants, notamment en ce qu'il leur interdit de parler entre eux leur langue maternelle, mais également en ce qu'il exclut du dispositif les jeunes filles dès qu'elles tombent enceintes. Et comble de l'ironie, elles doivent même rembourser les frais que la communauté territoriale de Guyane a engagés pour elles. Les personnels de l'éducation nationale ont également attiré notre attention sur la très grande précarité de leurs élèves. Bien que 75% d'entre eux soient issus de milieux extrêmement pauvres, il ne serait qu'environ 30% à être boursiers, les parents n'étant pas en mesure de fournir un certain nombre de documents indispensables pour ces démarches, comme un RIB ou un avis d'imposition. Aussi, pour tenter de pallier les besoins des élèves, une des spécificités de la Guyane est que les établissements mobilisent énormément les fonds sociaux. Les infirmiers scolaires jouent également un rôle fondamental car ils constituent souvent le seul accès pour les élèves à des soins de santé. Les infirmiers que nous avons rencontrés ont notamment relevé la fréquence des maux de ventre des élèves en raison de la faim. En effet, peu d'enfants y bénéficient d'une cantine scolaire. Même si les établissements seraient éligibles à des dispositifs tels que la cantine à 1 € ou les petits déjeuners gratuits, ceux-ci ne sont donc pas mis en place. Ainsi, les enfants qui se lèvent souvent autour de 4 ou 5 heures du matin pour se rendre à l'école, en raison de l'éloignement géographique, passent le plus clair de leur journée le ventre vide. À Saint-Laurent-du-Maroni, certaines jeunes filles en arrivent à se tourner vers des conduites pré-prostitutionnelles en échange d'un sandwich ou d'un jus de fruits durant la pause méridienne. Par ailleurs, les enseignants ont également témoigné qu'un grand nombre d'enfants ne disposent pas de vêtements ou de chaussures adéquates, à tel point qu'ils en achètent parfois eux-mêmes pour leurs élèves. Un des points positifs de l'Académie de Guyane tient à la présence d'un service social par secteur et de médiateurs que nous avons notamment rencontrés à Saint-Laurent-du-Maroni et qui permettent d'alerter de façon précoce sur la situation de certains enfants, permettent d'améliorer l'accompagnement et les liens avec les familles. Ce sont de bonnes mesures, là également, qu'il faut appuyer. Un autre point de difficulté pour l'éducation nationale en Guyane tient au fait qu'un grand nombre d'élèves sont en situation irrégulière et ne parviennent pas à obtenir des papiers. Tout le drame est que lorsqu'ils obtiennent 18 ans ou qu'ils arrivent à 18 ans, quand bien même ils seraient bons élèves, ils ne peuvent pas continuer leur parcours scolaire. Les personnels de l'éducation nationale rencontrent des difficultés à aider les élèves à régulariser leur situation, tant en raison des délais hors normes d'obtention d'un rendez-vous à la préfecture qu'en raison d'un grand nombre d'enfants, notamment venant du Suriname, qui n'ont tout bonnement aucun papier d'identité. Les services de la préfecture doivent être renforcés pour permettre des études de dossiers plus rapides, notamment pour les enfants en droit de demander la nationalité française. Au total, les conclusions que nous en tirons est un manque d'effectivité de la norme. Ce que nous décidons dans l'enceinte du Parlement n'est pas toujours appliqué sur tout le territoire en raison d'obstacles techniques ou matériels. Il nous appartient donc de nous saisir plus avant de notre mission de contrôle et d'évaluation pour nous assurer de l'effectivité des droits des enfants sur l'ensemble du territoire national et notamment dans les territoires d'outre-mer. Concernant la santé, il y a une réelle difficulté pour accompagner les enfants en situation de handicap ou ceux ayant besoin d'un suivi psychologique. Il n'y a qu'un centre d'action médico-sociale précoce et les pédopsychiatres ne disposent que de 6 lits. S'il y a cependant un élément qu'il faudrait modifier, il s'agirait de l'adaptation des modalités de financement des crèches dans les Outre-mer. Nous nous sommes ainsi entretenus avec le personnel de plusieurs crèches, ainsi qu'avec les fédérations de crèches en présence de l'élu délégué. Tous ont mis en avant la nécessité de mettre en place une PSU Outre-mer, adaptée aux coûts plus élevés de la vie dans ces territoires. Par ailleurs, la couverture reste peu importante, avec 11 places pour 100 enfants en moyenne en Guyane, les communes étant loin de toutes jouer le jeu du cofinancement. En parallèle, les assistantes maternelles sont peu nombreuses, en raison notamment des difficultés de logement. Dès lors, l'accompagnement à la parentalité est lacunaire, alors que dans le même temps, le taux de grossesse précoce est plus élevé.
Par ailleurs, j'aimerais attirer votre attention au sujet d'un certain nombre d'enfants qui sont seuls sur le territoire guyanais, mais qui ne sont pas pour autant considérés comme des MNA et qui passent donc totalement sous nos radars. En effet, un certain nombre d'enfants, notamment du Suriname ou du Brésil, arrivent en Guyane avec leur famille, puis ils sont confiés à des personnes plus ou moins proches. Ils appellent tous des tati ou tonton. Avec tous les risques d'abus que cela comporte, leurs parents partant en métropole, voire en direction des États-Unis. Ces enfants sont totalement laissés à leur sort et ne rentrent dans aucune case légale. Il serait alors utile de pouvoir développer une solution à leur égard. Pour conclure, s'agissant d'un sujet plus particulièrement, les Homindiens, à notre grande surprise, toutes les personnes que nous avons interrogées et qui sont elles-mêmes passées par ces Homindiens nous ont fait savoir qu'elles considèrent que ce fut une chance pour elles. Ces personnes ont nié les accusations de placement forcé des enfants amérindiens au sein de ces internats, ont nié l'existence d'une interdiction de s'exprimer dans leur langue maternelle ou de ramener des objets ou nourritures traditionnelles, ou encore ont nié y avoir subi des maltraitances. Une des personnes que nous avons entendues à ce sujet et qui est citée dans le livre d'Hélène Ferrarini, auteure de l'ouvrage « Allons enfants de la Guyane », c'est une des conclusions de ce livre, qui présente les internats catholiques en Guyane comme ayant été financés par l'État dans le but d'évangéliser, de coloniser de force les populations amérindiennes. Face à ces constatations, et à ce stade, il me semble donc prudent de suspendre la réalisation de la mission d'information sur les enfants déracinés d'outre-mer, qui portait en grande partie sur ces Homindiens. La situation n'étant pas stabilisée et notre délégation n'ayant pas forcément les moyens d'agir sur ce sujet-là. Voilà pour cette partie Guyane. Et donc, juste avant de vous laisser la parole, étant donné qu'on va suspendre la mission d'information sur les enfants déracinés, nous proposons ensuite à ce que plusieurs d'entre vous avaient demandé, à ce qu'on aille sur une mission d'information sur la santé mentale des enfants. Et donc, vous recevrez prochainement l'appel à candidature. Voilà, avec Sophie, nous sommes à votre écoute si vous avez des questions, des remarques et des interrogations. Merci de votre écoute. Oui, merci Madame la Présidente et puis merci Madame le secrétaire aussi pour cet exposé que vous avez fait qui est très triste et très intéressant en même temps. Alors moi j'ai une question, vous dites que vous suspendez la mission, mais toute la mission, est-ce qu'on n'aurait pas pu garder une partie en fait de la mission voilà, et du coup que deviennent les propositions qui ont été faites et auxquelles la délégation aurait pu s'associer. Voilà pour mes questions. De quelle proposition vous parlez ? Là, vous venez de dire que les travaux sont interrompus. Non, je n'ai peut-être pas tout saisi. On devait lancer une mission d'information sur les enfants déracinés d'outre-mer. Parce qu'on a un sujet qui a déjà été, traité à La Réunion, notamment sur les enfants de la Creuse, qui a été largement traité. Et on voulait regarder ce qui se passait avec les Homindiens, parce qu'on avait vu cette littérature qui avait été indiquée pour la Guyane comme étant aussi une difficulté. Sauf que aujourd'hui, compte tenu de ce retour de Guyane et des échanges qu'on a pu avoir avec les personnes ayant été dans ces Homindiens, ce n'est pas du tout la même chose que ce qui est relaté par le livre. Or, la délégation n'a pas de compétences scientifiques pour faire ce type d'analyse. On pense, en tous les cas, et je l'assume, qu'il faut, sur cette situation des Homindiens, que ce soit plutôt une recherche faite par les Guyanais. Ils ont une université qui est là-bas, et je pense que c'est plus intéressant qu'eux le fassent par rapport à leur vécu, par rapport à ce qu'ils ressentent, parce que c'est très compliqué pour nous d'aller regarder si c'est réellement, j'allais dire, un internat qui, dans certains cas, a mal tourné, ou si c'était autre chose qui était voulu par ces hommes. Donc, aujourd'hui, je sais les compétences de la délégation, je sais aussi les forces qu'on a à la délégation, et je ne suis pas en capacité d'assurer que cette mission pourra répondre à cette question-là avec les moyens qu'on a à l'Assemblée nationale. Ça relève d'une étude scientifique universitaire. Ça relève de la recherche. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas faire cette mission-là. Et je prends donc le sujet d'après qui venait, qui n'était pas les enfants déracinés, derrière, c'est la santé mentale. Et donc, la prochaine mission d'information pour laquelle il y aura un appel à candidature, qui n'a rien à voir avec la Guyane, ce sera la santé mentale. Voilà. Donc merci pour votre exposé, mais là ça veut dire que
on n'a même pas besoin de vous poser des questions sur le... Parce que moi, j'avais pas mal de choses à dire sur la Guyane. On peut continuer, on peut quand même continuer. D'accord. D'accord. Bon. Alors, sur la Guyane, on peut y aller? D'accord. Bah oui, parce que si on peut quand même continuer à avancer. Hein, typiquement, c'est ce que j'avais dit. Là, c'est un premier retour à la délégation, c'est normal, vous avez la primauté des informations. Ce qu'on souhaite derrière, c'est rencontrer effectivement les députés aussi guyanais pour leur donner notre vision enfance, parce que voilà, on est tous spécialistes parfois dans certains domaines, et avoir toujours la vision d'un collègue spécialisé sur un domaine, ça peut accompagner. Mais aussi, ce qu'on souhaite, c'est comme on l'avait fait pour Mayotte, on a, suivant les thèmes que vous avez vus, il y a quand même plusieurs choses à bouger. Et donc, on va faire par ministère, quand on aura un gouvernement de nommé, des propositions pour améliorer la situation des enfants en Guyane. Et donc, je suis tout oui pour tout ce qui concerne la Guyane. Alors je commence. Pardon ? Alors, je commence. Tout d'abord, merci pour votre rapport. Vous avez fait donc cette visite, je ne sais pas combien de temps elle a duré d'ailleurs, une semaine en Guyane. Et c'est vrai que ça devait être fort intéressant. Et j'aurais souhaité la faire, mais je crois qu'on a eu... j'ai pas fait d'appel à candidature parce que je crois que ça arrivait un peu tardivement, il me semble 2 jours avant, et qu'il fallait avoir un... Enfin bon, bref. C'était simplement pour dire que j'aurais apprécié de venir avec vous, d'autant plus que dans mon groupe, le groupe GDR, nous avons les 2 députés guyanais donc qui ont bien lu le rapport et qui m'ont fait des petits retours. Donc le rapport que vous avez fait, il montre que c'est un rapport qui est assez accablant, que vous nous avez soumis, qui montre bien la défaillance de l'État. Pardon, oui, je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas... La défaillance de l'État et son dysfonctionnement dans les pays, dans les territoires d'outre-mer. Moi, je voulais plus vous parler de la situation particulière en Guyane sur la scolarisation des enfants. On sait qu'il y a qu'il y a presque 50% de la population de moins de 25 ans qui ne sont pas scolarisés, vous l'avez dit, avec cette croissance. Vous avez donné pas mal de pourcentages. Moi, j'ai fait une moyenne des pourcentages que vous avez donnés, avec une démographie qui est croissance. Des enfants qui viennent aussi de l'immigration et qui viennent souvent en cours d'année, qui est vraiment problématique et qui ne sont pas d'ailleurs toujours recensés. Pas de classe, pas suffisamment de place à l'école pour scolariser tout le monde, avec d'autres problématiques, la problématique de déplacement. Il y a des enfants qui prennent les pirogues pour aller à l'école. Et quid quand il n'y a plus d'eau, quand il n'y a plus d'eau, donc les pirogues ne peuvent pas naviguer. Donc voilà, c'est vraiment problématique. Moi, les Guyanais ont une proposition à faire. Je pense que cette proposition, vous l'avez déjà examinée, c'est la double vacation. Alors, je m'explique. C'est, en tout cas de manière temporaire, qui existe au Suriname et au Brésil, c'est-à-dire que les enfants puissent aller à l'école le matin et d'autres l'après-midi en attendant justement qu'on ait construit suffisamment d'écoles, parce que aussi, vu le manque d'établissements scolaires, il faudrait presque une construction, je crois, par an dans chaque ville pour pouvoir atteindre l'objectif de scolariser tous les enfants. Bon, voilà, je voulais juste savoir si pendant votre voyage, vous avez pu rencontrer des gens de l'Éducation nationale qui vous ont parlé de cette double vacation qui permettrait de scolariser un maximum d'enfants. On m'a aussi parlé, on m'a fait un retour sur l'offre de formation, notamment de la formation professionnelle. Beaucoup d'enfants, de jeunes sortent du système scolaire parce qu'ils n'ont pas la formation adéquate à proposer. Ils sont obligés de faire des kilomètres, voire partir de Guyane sur le territoire français, qui est un peu en métropole, et on sait que c'est très, très compliqué. Voilà, les premières questions, peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront, mais est-ce que vous avez eu un retour de l'Éducation nationale? Et puis, je sens que vous avez des questions à me poser. Non, pas du tout. Non, c'est parce que, en fait, vous avez parlé qu'ils avaient lu notre rapport, sauf qu'on n'a pas fait de rapport. Donc, je ne sais pas ce qui a été communiqué. D'accord, le rapport de l'UNICEF. C'est le rapport de l'UNICEF, pardon. Donc c'était ça. Pour moi, on n'est pas sur 50% de la population qui est non scolarisée. On est sur 10 000 enfants. Au maximum,
sauf que c'est très difficile à évaluer, et l'éducation nationale conteste ce chiffre de 10 000 enfants. Donc, on ne peut pas dire que 50% de la population ne soit pas scolarisée. Il y a de gros efforts quand même qui sont faits pour en scolariser le maximum. Effectivement, il y a des écoles qui s'ouvrent tous les jours à Saint-Laurent-du-Maroni, enfin tous les ans à Saint-Laurent-du-Maroni notamment, même des collèges. Ils en sont à 6 lycées, puisqu'ils nous indiquaient qu'ils ouvraient un lycée tous les 2-3 ans. Donc, il y a quand même des installations qui sont mises en place. Ils accueillent, quand il y a des enfants qui se présentent à l'école, ils accueillent. Ils ne refusent pas d'enfants. Enfin, c'est ce qui nous a été dit. Voilà, et on a quand même vu plusieurs établissements qui ne sont pas complètement complets, où ils peuvent encore accueillir des enfants. Donc c'est un peu plus compliqué que cette situation. Et la Guyane étant multiple, on n'a pas la même situation sur le littoral que sur les communes intérieures. Par contre, donc ça c'était pour rectifier, s'il y a quand même la grosse majorité des enfants qui sont scolarisés, avec des rythmes différents, puisque par exemple à Saint-Laurent-du-Maroni, ils sont plutôt scolarisés le matin en journée complète, jusqu'en début d'après-midi, alors que sur à 7h30 le matin. Alors que sur le littoral, typiquement, ils sont scolarisés comme nous sur les horaires de l'Hexagone. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu plus compliqué ainsi. Et après, les enfants issus de l'immigration, alors c'est pareil, c'est assez différent d'un territoire à l'autre, puisqu'on a beaucoup d'immigration sur les territoires, j'allais dire, qui sont bordés par des frontières. On a effectivement, et on l'a un petit peu évoqué, des enfants notamment du Suriname qui traversent pour la journée pour venir à l'école. Mais a priori, on arrive quand même à en accueillir une grosse partie. Et puis après, sur les déplacements, oui, ça c'est un vrai sujet, on l'a un petit peu évoqué. Donc pour les enfants qui ont des écoles à proximité peut dire des fois 2 heures de marche. Donc c'est une vraie difficulté pour ces enfants. C'est pour ça qu'on dit que les enfants se lèvent à 4 ou 5 heures pour être à l'école à 7h30. Donc on a de grosses difficultés de transport. Vous avez raison, Madame la députée, sur les déplacements en pirogue, qui sont en plus rallongés en ce moment compte tenu de la sécheresse des fleuves à l'heure actuelle. Et puis il y a toutes les problématiques aussi qu'on a évoquées dans ce qu'on a indiqué, c'est-à-dire que des enfants des villages les plus reculés sont obligés dès le début du collège à aller en internat, en revenant chez eux que 2 fois par an, enfin 2 fois sur les vacances, c'est Noël et Pâques, et donc ils sont dans ces internats, et donc ça relève des difficultés dès la 6e, très éloignés de chez eux. C'est pour ça que le recteur essaye de mettre en place ce Guyane connectée pour les laisser au maximum dans leur territoire en 6e, 5e, et qu'il faut, à mon avis, qu'on essaie d'accompagner le recteur à ce niveau-là. Donc oui, l'accès à l'école est vraiment... Il souhaite le développer, donc il commence par les 6e, 5e, pour aller jusqu'à la fin du collège, essayer d'accompagner via Guyane connectée le plus longtemps possible avant d'aller au lycée. Et donc, compte tenu de ce que je vous ai indiqué, il n'y a pas eu de propos portés sur cette double vacation, comme vous pouvez l'indiquer, parce qu'en fait, pour le rectorat, on n'a pas les mêmes problématiques qu'on a à Mayotte, puisqu'à Mayotte, on a cette double vacation, qui pose d'autres soucis, puisque du coup, le temps scolaire est moindre à Mayotte. Mais là, on n'est pas dans ces problématiques-là. Il n'y a pas 50% de la population qui n'a pas accès, comme le disait, comme c'était le cas à Mayotte. On est dans une moindre proportion. Et donc, pour le coup, les collectivités font beaucoup d'efforts pour essayer de construire des établissements. Et moi, on n'a pas eu, en tout cas, ce retour et cette demande des enseignants ni du rectorat de double vacation. Le but étant plutôt d'arriver à scolariser les enfants. Et comme je vous l'ai dit, on a vu quand même plusieurs établissements. Et les directeurs, à chaque fois, nous disaient l'établissement qu'ils étaient encore capables d'accueillir d'autres enfants. Donc, on n'est pas tout à fait partout en Guyane pareil. C'est ça qui est important. Et c'est compliqué de faire de généralité en Guyane parce que c'est quand même très différent entre la partie littorale où il y a Cayenne, Kourou, etc. et le reste. D'un côté Saint-Georges, Maripasoula où on n'y va qu'en avion, et de l'autre côté Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà. Dans le fil de l'eau, en fait, le fil de l'eau de l'année, ils accueillent les enfants qui viennent se présenter à l'école. Voilà, il n'y a pas le chef, c'était le chef d'établissement à Saint-Laurent-du-Maroni. En fait, ils accueillent. Leur idée, effectivement, c'est de ne pas fermer les portes aux enfants. Après, la difficulté, effectivement, tous les ans, de construire ou d'installer des classes supplémentaires. Et c'est vrai qu'après, au niveau des élus, cela commence à être compliqué parce qu'effectivement, c'est un coût. Et on sent qu'il peut y avoir un frein de ce côté-là. Mais sinon, l'accueil est ouvert. Je vais répondre.
très très rapidement. Vous l'avez dit, le territoire est vaste, c'est très très irrégulier. Moi, je ne fais que rapporter ce que les députés m'ont dit. Et en effet, il y a quand même un véritable problème de scolarisation d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. Donc peut-être que c'était un peu exagéré au niveau des pourcentages, mais le problème existe. Et puis, bon, là, cette année, il y a un problème de sécheresse sur les différents fleuves. Et effectivement, les enfants, beaucoup se déplacent par pirogue. Donc, effectivement, cette année, il y a eu des difficultés. Donc, ils ont transporté les enfants au moment des vacances en avion ou en hélicoptère pour leur permettre de pouvoir rentrer chez eux. Voilà, c'est venu rajouter une difficulté sur la mobilité. Mais là, on parle d'enfants qui sont après en internat. Voilà, ou en famille hébergeante. Juste pour répondre sur qui sortent du système de formation, 2 raisons principales. La première, ils arrivent jusqu'à 18 ans et après, il n'y a plus les papiers parce que même s'ils commencent tôt, les papiers, typiquement là, on avait des rendez-vous à plus d'1 an et demi, le premier rendez-vous à la préfecture. Donc on a vraiment besoin de renforcer les services préfectoraux pour accueillir de manière, je vais dire, plus rapide la réalisation des papiers. Donc ça, c'est la première chose, que si à 18 ans, tu n'as pas de papier, tu ne peux pas être dans l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, eh bien, comme on l'indiquait un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas typiquement, il n'y a pas beaucoup de lycées, il n'y a pas de lycée et pas beaucoup de collèges dans les territoires intérieurs. Résultat, on prend les enfants et on les envoie en famille hébergeante sur le littoral. Ces familles hébergeantes sont rémunérées de 2 manières, une partie par la collectivité territoriale de Guyane et une partie pour les familles. Or, on vous l'a dit, les familles de l'intérieur sont beaucoup RSA. Donc, quand vous avez 2 enfants que vous devez envoyer en études en famille hébergeante, c'est-à-dire que chaque enfant coûte à minima 200 € pour la famille hébergeante. Mais en plus, il faut que la famille paye la cantine. Il faut que la famille paye le bus s'il y a besoin d'aller au bus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des familles qui choisissent en fait les enfants qu'ils vont envoyer et ceux qui n'enverront pas. Et le sujet, il est pour moi plus là. C'est comment on fait pour ramener des établissements dans ces communes intérieures et pour faire baisser le coût pour ces familles qui sont déjà en difficulté parce qu'elles sont RSA, d'envoyer ces enfants pour faire des études. Donc c'est là, et c'est ce qu'on disait aussi sur la partie boursier, comme c'est des familles qui souvent n'ont pas de compte bancaire parce qu'elles sont loin, elles n'ont pas de RIB, la déclaration d'impôt, ça leur passe très loin. Et donc si tu n'as pas tout ça, tu ne peux pas être boursier. Bon, et on sort les familles d'enfants sans papier. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, on a toute une problématique là on a des politiques qui pourraient être là, mais qui n'arrivent pas à être en soutien parce que les règles sont compliquées à avoir. Et peut-être qu'il faut regarder comment on peut adapter un certain nombre de points pour coller, j'allais dire, à la réalité de la Guyane. Béatrice, tu voulais intervenir ? Donc, je vous remercie pour vos retours d'information qui sont impressionnants, on va dire, par la gravité de la situation. Donc, je voulais vous poser au départ une question très ouverte en tant que co-rapporteur de la mission pauvreté infantile, mais je dirais que vous avez déjà tellement dit qu'on ne sait pas par quel bout prendre le dossier. Éventuellement, je m'interroge sur les remarques que vous avez faites par rapport aux enfants qui étaient scolarisés, qui souvent n'étaient même pas vêtus correctement ou qui n'avaient absolument rien sur la restauration de la pause du midi. Est-ce que des expérimentations ont été faites par exemple, la CAF ou les organismes qui sont normalement destinés à financer un petit peu le coût des enfants, de verser directement ou de financer directement la restauration scolaire, donc pour tous les enfants, parce que visiblement, il n'y a quand même pas énormément de gens très riches là au milieu, éventuellement des tenues scolaires, comme ça existe, je sais, dans certains autres départements outre-mer, pour faire en sorte que les enfants soient au moins vêtus et nourris sur le temps de la scolarisation. Alors, donc, ce qu'on a constaté sur place, il va nous falloir un petit peu de temps pour regarder un certain nombre de dispositifs. Normalement, on a les petits déjeuners gratuits qui sont disponibles pour les outre-mer. Quand on en a parlé en Guyane, personne n'a l'air de mettre en place ces petits déjeuners gratuits. Donc ça, je vais prendre mon autre casquette de commissaire aux finances qui suit ce budget-là. Je vais creuser ce qui se passe. Après, sur la partie cantine, la grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas de cantine centrale, à part une qui est attachée, par exemple, à Saint-Laurent-du-Maroni à un collège ou un lycée.
et qui dessert les autres. Mais du coup, ça ne donne pas assez de possibilités. Donc, il y a tout un système à mettre en place de cantines. Ils ont eu à une époque, ça a été supprimé par les rythmes scolaires, et donc là, il faudrait remettre. Bref, il y a toute une organisation à remettre pour les cantines, notamment. Et donc, ça, il y a une aide il y a la CAF, normalement, qui appuie via une prestation d'aide à la restauration scolaire. Mais là aussi, c'est pour réduire le coût des repas délivrés. Or, s'il n'y a pas de repas délivrés, il n'y a pas d'aide non plus. Donc, en fait, c'est un peu... Il faudrait déjà qu'on ait des repas possibles. Et après, on pourrait mettre les aides qui vont derrière. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de cantine et on n'a pas de restauration scolaire. Donc, en fait, le vrai sujet, il est là. Donc, c'est comment on fait pour arriver. Mais c'était le même sujet à Mayotte. Hein, et donc, on voit que c'est en train de... Voilà, il faut qu'on regarde vraiment ce sujet-là, surtout qu'on vote des crédits ici pour être sûr que ça arrive là-bas et qu'on appuie pour que ça se mette en place. Mais là, aujourd'hui... on pourra rééchanger, si vous voulez, plus précisément sur les questions que vous aurez sur la pauvreté. Et de toute façon, l'administratrice qui nous accompagnait pourra également échanger autant que possible. Mais aujourd'hui, le vrai sujet, c'est comment on fait des repas pour ces enfants et comment on les distribue dans tous les établissements scolaires. Mais il faut déjà commencer par faire les repas. Après, on pourra mettre les aides. Mais tant qu'on n'aura pas cette conception de repas, ça ne sert à rien de regarder des aides. Parce qu'aujourd'hui, on ne les a pas. Et beaucoup d'enfants n'arrivent même pas avec un sandwich de chez eux compte tenu de la pauvreté des familles là-bas. Donc, d'où l'enjeu de regarder où va cet argent des petits-déj gratuits, pourquoi on n'arrive pas à les mettre en place comme il faut, parce qu'il n'y en a aucun qui nous a parlé. Oui. Alors peut-être qu'on n'a pas été dans tous les établissements, qu'il y en a certains qui sont, mais ça, on va creuser, parce qu'à un moment, c'est pas possible. Mais pour certains, ils ignoraient d'ailleurs oui, même le dispositif. Mais c'est pour ça que c'est toujours intéressant voilà, d'aller contrôler l'action de ce qu'on vote à l'Assemblée nationale sur le territoire, parce que parfois, on nous dit que ça se met, et évidemment, ça ne se met pas en place. Et on va regarder, alors je vous dis, ça c'est... Voilà, je suis... responsable d'un budget au niveau des finances, la commission, je suis rapporteur spécial, et justement c'est ce rapport spécial-là qui porte ces deux budgets. Donc ça va me permettre de creuser dans les semaines à venir ces deux points-là avec l'administrateur de l'Assemblée nationale, qu'on comprenne comment se passe, pour soit qu'on nous dise où passe l'argent, soit qu'on fasse en sorte que l'argent arrive au bon endroit. Mais voilà, il faut qu'on trouve une solution sur les crédits qu'on vote en nous disant que c'est pour les Outre-mer et que ça n'arrive pas. En tout cas, ça fait 2 territoires que je vais voir, 2 territoires où ce dispositif petit-déj n'arrive pas. Concernant les habits, pardon, voilà. Donc, ils ont entre guillemets l'uniforme, c'est-à-dire qu'ils ont ou le t-shirt de l'établissement. Ça marche bien. Voilà, mais en fait, non, mais en fait, je veux dire que bon, ils ont ça. Après, effectivement, les chaussures et tout, ben voilà, parfois les enseignants sont amenés à pallier et acheter eux-mêmes ce qu'il faut ou ce qui, voilà. Mais de base, ils ont, on va dire, un t-shirt ou c'est essentiellement le t-shirt, voilà, peut-être un short ou voilà. Bon, c'est Merci Madame la Présidente, le secrétaire, pour votre compte-rendu de voyage. Juste, dans les propos que vous avez tenus, notamment sur l'école, il y a une grande expertise dans les fédérations de parents qui font déjà état de ce constat depuis maintenant de nombreuses années sur Mayotte, la Guyane, mais des départements d'outre-mer de façon générale. Ensuite, je vous remercie dans votre rapport d'avoir fait le lien avec les migrations. Ça évitera d'ailleurs dans l'hémicycle de tenir des propos qui sont complètement déconnectés de toute réalité territoriale et de toute dynamique aussi qui s'implante avec la responsabilité qu'est la nôtre, qui est un choix assumé de la France d'avoir des départements sur tous les océans, avec toutes les problématiques que cela suppose, mais toutes les chances que cela offre aussi. Vous le savez, puisque vous avez été en Guyane, qu'une partie des enfants que vous avez pu constater, si ce n'est physiquement au moins comme un fait, que la Guyane est aussi un pays de transition. Quand je dis un pays, parce que c'est considéré comme un pays en Amérique latine, mais un département de transition, notamment pour tous les habitants qui migrent vers le Mexique, avec une pression migratoire énorme à la frontière nord-américaine de plus de 1,2 million de personnes officielles, ce qui veut dire que nos petits problèmes à Calais sont quand même dérisoires par rapport à ce que vivent et ce que traverse ce continent. Je vous remercie d'avoir mis l'angle des enfants en avant, d'autant plus dans une période dans laquelle certains de nos collègues parfois tendent à minimiser ou trouver comme un acte éducatif de porter des atteintes physiques ou morales aux enfants, puisque depuis 2019, nous savons que l'Assemblée nationale et la France
a statué que même mettre une gifle à un enfant, et n'y voyez pas un propos polémique de ma part, est un acte qui désormais est condamné et condamnable. Donc je trouve que c'est bien que vous pointiez dans le rapport, justement, que ce soit en Guyane ou en France, ces actes délictueux sont illégaux de quelle que soit la personne qu'elle vienne, ou dans le cercle intrafamilial, dont nous savons que ce sont l'essentiel des violences faites aux enfants, mais aussi quand elles sont pratiquées par des professionnels, nous savons que ça existe. Je veux faire aussi référence à travers votre exposé à toutes les interventions, les rapports, les expertises, notamment des personnes qui travaillent sur les violences sur enfants, notamment dans les milieux d'aide sociale à l'enfance, nous savons dans Métropole, mais vous avez eu, je pense, la décence, et je vous remercie pour ça, d'avoir montré que dans ce rapport, même si ce n'était pas votre intention, mais je pense que ça l'était un peu, en lisant un peu entre les lignes, que finalement Guyane, Mayotte sont la réalité que notre pays, de façon structurelle et fonctionnelle, mais exacerbée, liée notamment à la situation de pauvreté et de difficultés que vous avez rencontrées. Je vous inviterai notamment, si vous le permettez, à regarder un peu ce qui se fait au niveau éducatif et aussi de prévention des violences dans des pays limitrophes, parce qu'il y a des vrais succès. Je vous avais expliqué par exemple de déplacer l'école. Déplacer l'école, c'est simplement s'adapter à la réalité, c'est simplement l'amener là où sont les enfants. Rappelons que s'il y a des écoles, c'est parce qu'il y a des enfants et que les enseignants ne sont là que parce qu'il y a des enfants, et les parents mettent les enfants à l'école parce que c'est obligatoire. Cette obligation est la nôtre, c'est notre honneur, c'est l'honneur de la France. Et je vous dis ça parce que je suis vice-président du groupe d'amitié transitoire, certes, France-Cuba. Et il y a une grande expérience notamment d'amener l'école dans les coins les plus reculés, notamment les coins montagneux, mais pas seulement. Il y a une grande expérience aussi au Brésil et aussi dans les pays limitrophes à la Guyane, parce que vous l'avez signalé, ce sont des pays qui sont composites, notamment en raison des peuples originaires, et qu'il n'y a rien de plus violent pour un peuple originaire que de lui imposer une langue qui n'est pas la sienne. Pas la sienne, j'entends la langue maternelle, qui, comme nous le savons d'un point de vue éducatif, est première avant la langue de la nation. Je ne sais pas être un anti-jacobinisme que dire ça, mais nous en avons souffert aussi dans le passé, dans certaines régions de notre pays. Il serait bien de ne pas recommettre cette erreur avec des départements, parce qu'ils seraient loin de la métropole. Donc je suis tout à fait disposé, si vous le souhaitez, à vous mettre en lien aussi avec des expériences dans les pays limitrophes, notamment en Amérique centrale, mais pas seulement, dans lequel l'école s'adapte d'abord en langue locale pour ensuite venir vers la langue officielle. Il me semble que respecter les enfants, c'est aussi ça, tout simplement. Maintenant, pour conclure, il y a une réalité aussi, quand vous dites repas à 1 euro, petit déjeuner à 1 euro, j'entends la logique, j'y suis plutôt favorable d'ailleurs, mais ça n'a pas de réalité quand les infrastructures ne sont pas là, vous avez raison. La question, c'est que comment est-ce que nous pouvons faire à notre niveau pour que ce plan de rattrapage, pour être politiquement correct, je trouve que c'est une indécence d'ailleurs, après tous les rapports qui ont été faits, que nous soyons encore à cette étape-là avec nos compatriotes. Mais au-delà de ça, la question c'est comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que notre commission serve finalement de lobbying parlementaire, de lobbying institutionnel, pour que des moyens vraiment conséquents soient dépassés, parce que je ne suis pas convaincu que la question de contrôler ce soit vraiment la bonne méthode. Non pas que ce soit pas nécessaire, nous sommes responsables devant l'argent public, mais la question c'est comment est-ce qu'au contraire nous sommes promoteurs et pionniers sur le fait d'avoir un réel plan qui permette justement aux enfants de manger, et pas simplement en calquant des dispositifs qui sont fonctionnels en métropole parce qu'il y a les infrastructures, les logistiques et les habitudes institutionnelles que nous avons, mais qui n'ont aucune réalité en Guyane. Et j'en veux par là, pour vraiment conclure, vous avez pointé le Suriname, qui est un gage de solidarité finalement de nos engagements aussi continentaux. Je pense que ça serait de bonne loi, notamment dans les zones frontalières, de travailler avec les pays limitrophes pour faire en sorte que les enfants, vous l'avez dit, n'aient pas à présenter un papier pour pouvoir simplement manger. C'est aussi une façon détournée, mais on sait que c'est une préoccupation en Guyane, mais aussi ailleurs, de lutter contre les narcotrafics. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne vais pas, parce que ça n'appelle pas de plus de commentaires que ça, juste rappeler, vous parlez d'immigration avec les enfants. Je réaffirme qu'un enfant est un enfant et que nous avons ratifié la Convention internationale des droits des enfants, et un enfant qui se présente chez nous est un enfant. Donc on doit le regarder comme un enfant et pas un enfant issu de je ne sais où, c'est un enfant. Donc je tiens à le rappeler. Quant à prendre en compte le territoire, oui, typiquement, je pense qu'il faut qu'on regarde. Je m'étais déjà posé l'année dernière la même question à Mayotte. Peut-être qu'on peut faire l'école autrement. Typiquement, là, il y a Guyane Connectée très bien. Ils mettent dans une salle avec un animateur pédagogique. Voilà, il y a sûrement des choses à faire, effectivement, pour adapter
Ne serait-ce que les bâtiments c'est ça, aussi. adapter les bâtiments. C'est là-dessus que, voilà, Voilà. pas forcément. Pas faire avec 4 murs enfermés, ils ont l'habitude D'être dans à des carbets. l'extérieur, dans Ouais. les carbets. Donc, Alors, non, non, mais écoutez, voilà, on n'est pas. Restons sur le sujet. Et après, comment faire du lobbying. Je pense que là où on peut regarder, c'est regarder les normes françaises qui bloquent les développements de certaines solutions dans ce territoire-là. On vient de parler typiquement des écoles sous carbet. Il faut qu'on regarde ce qui bloque éventuellement cette possibilité-là. A priori, les anciens nous ont dit qu'il y avait quelque chose qui bloquait, donc il faut qu'on regarde. C'est pas faire une école au rabais, c'est faire une école là où on a besoin, mais dans les conditions dans lesquelles les enfants ont l'habitude de vivre. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on regarde. C'est pas parce que l'école va se faire dans un carbet que l'école sera moins bien que dans une salle de classe, alors que les enfants sont habitués à vivre dans ces carbets. Donc c'est ça aussi où on doit adapter. Et comme pour la nourriture, vous le disiez très justement, typiquement les fonds européens parfois obligent à ce que ce soit calibré, qu'une banane soit calibrée pour être donnée aux enfants. Peut-être qu'on peut regarder aussi comment on peut améliorer ce dispositif pour qu'on ait moins de calibrage, mais une banane par enfant, par exemple, ça sera plus simple. Ils en produisent un peu aussi. Enfin, je pense effectivement qu'il y a des choses comme ça où on peut essayer d'adapter pour avoir les fonds nécessaires sans avoir certaines barrières et en tenant compte de, j'allais dire, de la vie réelle de ce que vivent ces enfants là-dessus. Et juste pour conclure, en efficacité. Exactement, sur l'école en langue maternelle, il y a de plus en plus en Guyane de classes où effectivement on a un enseignement bilingue entre la langue maternelle et la langue française. La grosse difficulté, c'est que suivant certains territoires, quelle est la langue maternelle? Donc aujourd'hui, il y a tellement de langues, je crois qu'il y a plus de 40 langues parlées en Guyane. Donc il faut arriver voilà, à trouver une classe qui parle toute la même langue pour aller sur cet enseignement, mais c'est en cours de mise en place en Guyane et je pense effectivement, d'après ce qu'on a entendu, que ça a commencé à jouer son rôle, surtout sur les petites classes, puisqu'ils envisagent peut-être de le prolonger encore un petit peu. Donc voilà, c'est déjà en cours un petit peu en Guyane. Il va falloir voir comment ça évolue et les accompagner aussi. Alors pour la Guyane, et c'est ce que je disais, on a dépeint, et on va conclure là-dessus vu l'heure, on a dépeint un tableau compliqué, mais il y a quand même des choses que nous on dit en métropole et on nous dit que c'est pas possible et qu'il faut en Guyane, notamment pour la protection de l'enfance. Ils arrivent à placer chez les gardiens de confiance, alors qu'ici on nous dit que c'est pas possible. On nous dit ici que c'est difficile de séparer la PMI en deux en ayant le contrôle d'un côté et le suivi des parents de l'autre. Visiblement, ils y arrivent aussi. Enfin voilà, il y a quand même des choses qu'on peut aussi aller chercher dans ces territoires ultramarins qui peuvent aussi nous faire avancer dans l'Hexagone. Et donc, c'est aussi là-dessus que je souhaite terminer. On a des gens très engagés. Oui. Certes, c'est pas normal que ce soit le monde de la débrouille, mais parce qu'ils sont dans ces conditions-là, ils arrivent des fois à nous trouver des solutions qui pourraient nous aider aussi en Hexagone. Donc, on doit les aider, mais on doit s'enrichir aussi de ce qui se passe. Voilà. Alors, ça dépend où c'est. Donc, un coup, je dis l'un, un coup, je dis l'autre. Comme ça, on fasse personne. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, on vous envoie l'appel à candidature pour la mission. Voilà. Merci.